informel d'apprentissage. Après, nous aurons l'exposé d'Alexandre Gomez du Centre d'informatique de la Universidad Federal de Pernambuco au Brésil, la théorie des champs conceptuels dans l'évaluation et la conception des ressources éducatives numériques. Et à la fin, nous aurons la présentation de Jean Guillet-Sylvain de l'Université de Paris-Cité, la notion de schème de Gérard Vergniaud, les cas des étudiants infirmiers et des cadres de santé. La parole est avec vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie vraiment l'organisation du colloque pour cette occasion de discuter des idées de Gérard Vergniaud. Et donc, je dis quand même du point de vue du temps que je vais prendre le temps qui a été désigné, c'est-à-dire 20 minutes, parce que nous sommes un peu en retard en fonction de la table ronde précédente. Et ça serait dommage qu'on puisse encore réduire notre temps de parole. Donc, j'essaie de respecter le temps qui nous a été imposé. Alors, donc, je vais essayer de prendre mon temps pour voilà, donc partager quelque chose ici que je n'arrive pas. Fichier. Et donc, ça, c'est le temps de la technique. Je ne sais pas si vous arrivez à récupérer le... Oui. Super. Mais merci beaucoup. Alors, donc, je vais essayer de mettre de cette manière-là, peut-être que ça sera plus clair. Dans ce colloque international, comme je disais, je suis vraiment très contente de rencontrer des collègues anciens comme Georges Faucon, qui était mon contemporain à Paris. Donc, j'ai commencé ma thèse en 1988 et j'ai soutenu en 1994, mais aussi d'autres collègues que je vois et qui partagent à distance. Donc, ces moments, qui est un moment quand même qu'on peut rendre hommage à Gérard Vergniaud et qu'il s'agit d'un bilan et perspective autour de la théorie des champs conceptuels. Et donc, j'aimerais dire que je vais essayer de parler d'une manière, parce que comme il y a aussi des débutants dans la théorie de Gérard Vergniaud, de prendre un point très précis pour essayer de discuter comment j'ai appris certaines choses avec Gérard et comment petit à petit, en fonction des spécificités de mes travaux de recherche, j'ai modifié ou j'ai essayé d'avancer comme objectif des discussions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails un peu plus particuliers parce que je crois que sinon, les collègues qui commencent quand même à connaître les idées de Gérard peuvent rester à l'écart d'une discussion qui peut être très riche. Alors, voilà, comme j'ai été présentée, je m'appelle Nadja Sioli-Régnier et je suis à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et au laboratoire Éducation, Culture et Politique. Alors, donc, pour moi, j'essaie de travailler ici avec vous aujourd'hui, de présenter la notion de conceptualisation et de contextualisation, notamment en parlant du rôle des contextes d'apprentissage. Je vais essayer de vous situer un peu historiquement parce que quand j'étais une jeune chercheur et que j'ai essayé de
de travailler avec Gérard Vergniaud en arrivant à Paris. Donc, une des choses qui, parfois, on est un peu, c'est pas prétentieuse, mais peut-être c'est ça. Donc, en disant de quelle manière la théorie des champs conceptuels peut m'aider à comprendre et analyser, interpréter les données de mes recherches qui concernent notamment donc, les situations des cultures et cognitions. Moi, je m'ai trouvée très bien au niveau d'une analyse fine mathématique des compétences mathématiques au niveau du travail. Mais je trouvais toujours que ce n'était pas suffisant parce que toute la perspective culturelle, je dis où la théorie des champs conceptuels peut m'aider par rapport à ça. Et le premier séminaire que j'ai fait du groupe des doctorants, j'ai posé cette question. Et petit à petit, donc j'ai une trajectoire longue quand même, j'ai évolué par rapport à qu'est-ce que propose Gérard et comment j'ai pu rendre opératoire sa pensée en fonction de mes thématiques de recherche. Et donc, l'objectif de cette communication aujourd'hui, ce serait la déconstruction de certaines dichotomies présentées dans la littérature. Alors, quand je parle de déconstruction, ce n'est pas pour déconstruire, c'est pour proposer une interprétation alternative. Alors, cette déconstruction sont liées notamment à des concepts, à des dichotomies, des concepts scientifiques et quotidiens qui a été déjà évoqué ici par Georges Faucon dans sa conférence brillante qui a ouvert ce colloque. Et cette opposition que Gérard Vergniaud disait déjà que c'était une opposition peut-être trop importante, c'était plus une question de continuité, mais je voulais dire comment dans mes recherches, j'ai essayé de casser ces dichotomies pour voir plus d'un ordre, d'un continuum. Une autre dichotomie liée à la conscience des concepts, c'est-à-dire la conscience ou la non-conscience des concepts. Parce que notamment, les concepts scientifiques, c'était lié au contexte scolaire et les concepts quotidiens à des contextes extrascolaires. Il faut que je dise un peu, donc j'ai travaillé toujours dans mes recherches, dans l'analyse des situations d'apprentissage, développement des compétences dans des contextes formels, informels et non formels d'apprentissage. Ici, je vais faire vraiment des contextes formels et non formels, que je préfère utiliser le nom ici, contexte scolaire et extrascolaire. La question, je reviens sur la question de la conscience des concepts, qui parfois était notamment associée, la conscience des concepts à un contexte scolaire, et la non-conscience des concepts liés à conceptualisation et en action dans les contextes extrascolaires. Et enfin, sur cette dichotomie liée aux caractéristiques universelles ou locales, souvent associées au contexte d'apprentissage. On reviendra, mais les universels liés à un contexte scolaire et les caractéristiques locales liées à un contexte extrascolaire. On voit que cela est beaucoup plus complexe qui paraît, et au fur et à mesure, j'essaie de nuancer. Il s'agit donc, comme je vous ai dit, d'une interprétation alternative de cette question en croisant la perspective de Vygotsky avec celle de Gérard Vergniaud. Alors, si je reprends donc, la notion de conceptualisation du réel, du concept de ces triangles conceptuels, ces triplets conceptuels, ces systèmes tripolaires de Gérard Vergniaud, il va définir le concept comme un système tripolaire constitué de trois ensembles ainsi désignés, signifiant, signifié et ensemble des situations. Pour aller dans un langage un peu plus dans le sens commun aussi, mais qui se réfère à un système théorique de Gérard, l'ensemble des signifiants va permettre la représentation, la communication
et le traitement du concept. Il faut avoir quelque chose pour signifier, un signifiant qui puisse être donné un sens au concept. Et l'ensemble des signifiés va renvoyer à l'idée d'un variant opératoire il s'agit, grosso modo, de quelque chose du point de vue de la structure du psychisme qui donne du sens à des signifiants. Et enfin, un troisième ensemble qui fait référence aux situations dans lesquelles le concept opère et s'insère. Donc, du point de vue de Gérard Vergniaud, c'est exactement ce système tripolaire qui représente, qui définit le concept avec ce système tripolaire. Alors, de mon point de vue, quand je dis de mon point de vue, ce n'est pas seulement parce que j'ai pensé à ça, c'est parce que quand je faisais tourner cette pensée dans les recherches que je mène, donc Georges Faucon a fait référence sur certaines choses. Donc, je travaillais notamment sur des concepts scientifiques et mathématiques développés hors du système scolaire et parfois aussi avec des compétences scientifiques développées dans le système scolaire. Et donc, j'ai essayé de voir si ce concept défini par Gérard Vergniaud, il pouvait me donner des pistes d'interprétation. Et donc, de mon point de vue, en fonction de ces recherches, j'ai travaillé chez des coupeurs de canne à sucre du nord-est du Brésil, chez des vendeurs de loterie, de jeux des animaux, de jogo do bicho, au Brésil, qui utilisait toute cette personne qui c'est vraiment de l'héritage du groupe de l'Université fédérale de Pernambouc, que Georges aussi a fait référence, qui essayait d'investiguer les mathématiques de la rue. De quelle manière, donc, ces personnes qui ne savent pas, savent faire des choses. Et donc, c'est à nous aussi de pouvoir donner du nom et de pouvoir comprendre quels sont les concepts imbriqués dans une action. Et donc, je considère que ce système tripolaire de Gérard Vergniaud doit encore avoir des nuances selon le contexte dans lequel la conceptualisation a lieu. Alors, j'ai introduit une différence que j'appelle une différence contextuelle dans la définition tripolaire du concept. C'est là que je parle de l'importance du contexte pour essayer de comprendre le concept. Et donc, je dois vous avouer que dans mes premiers travaux, j'utilisais contexte et situation comme des synonymes. Et je voyais petit à petit que ma compréhension n'était pas complètement correcte, du moins. Donc, ce n'était pas exactement celle qui était opérationnelle pour mes recherches. Et je pensais qu'en fonction des contextes, donc la nature du concept allait se modifier. La conceptualisation du réel allait se modifier. Et donc, d'une manière de contexte, que j'appelais ça aussi comme culture scolaire, culture extrascolaire, mais ici, on ne va pas avoir le temps d'aller plus loin. Et donc, en fonction de ça, j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé même une définition qui me disait un peu plus de la différence entre contexte et situation. Et c'était Joël Zask en 2008, en essayant de développer un peu pour cette situation les idées de John Dewey et qui énonçait les caractéristiques des contextes, des situations et en disant en quoi ils sont différents. Et donc elle dit, les caractéristiques d'un contexte sont pensées comme indépendantes des conduites que l'on y réfère. Elles sont antérieures et peuvent être connues par elles-mêmes, indépendamment des conduites particulières. Le contexte restreint le possible et exprime l'ensemble des conditions qui limitent l'action. Donc, il faut rester dans cette notion que le contexte limite. Et donc, par exemple, le contexte scolaire et le contexte extrascolaire limitent les actions. En revanche,
Une situation implique une action mutuelle, une interaction. Elle augmente les champs des possibles. Donc, dans cette perspective-là, la situation et dans cette interaction est plus dans le sens adaptatif piagétien, où il y a assimilation et accommodation, je me modifie, mais aussi je modifie la situation avec laquelle je peux interagir. Pour Joël Zask, le contexte est un préalable, une condition antécédente, d'accord, elle limite. Le contexte est immuable et la situation change. Donc, en fonction de ces différences et ces caractéristiques-là, donc, j'ai essayé exactement, en reprenant cette notion des systèmes tripolaires du concept, d'essayer de voir de quelle manière ces concepts-là, dont vous avez, les lignes ici sont pointillées, hein, donc, et les trois éléments du concept, attendez, parce que ça passe, mais je reviens, c'est comme si il n'est pas le même type de concept, et je vais expliquer les caractéristiques après, je vais essayer de donc, s'il se passe dans un contexte extrascolaire ou dans un contexte scolaire. Et donc, ici, j'essaye de... Pardon. Si vous voyez ici, donc c'est le même système tripolaire qui propose Gérard Vergniaud, mais si vous voyez dans cette relation, ce qui change, c'est la nature des relations des composantes. Donc, dans le contexte extrascolaire, je fais, comment je peux dire, une analogie avec le théâtre. Donc, ce qui est sur la scène, qui est illuminé, donc c'est cette relation binaire, situation signifiée. Et donc, la question des signifiants reste un peu dans l'obscurité, comme si c'était dans des coulisses du théâtre. Elle ne disparaît pas parce que les signifiants ne sont pas seulement langagiers, il y a des signifiants imagés, donc on va voir ça après, mais ça a été déjà, on a déjà fait référence dans des communications précédentes. Et donc, en effet, les signifiants, parfois, dans des contextes extrascolaires, en restant dans des coulisses, hein, donc dans la partie non illuminée, donc dans la partie d'ombre, donnent origine à une prédominance de la dimension opératoire de la connaissance. Excusez-moi d'être un peu, comment de dire des choses dans le sens commun, c'est parce que j'insiste, il y a des personnes qui commencent à se familiariser avec la notion de Gérard Vergniaud, où la dimension opératoire de la connaissance a été déjà donc évoquée par Vygotsky, reprise par Gérard Vergniaud. Si je peux dire d'une façon un peu donc du sens commun, c'est le savoir-faire. Parfois, on sait faire, mais on ne sait pas dire comment on a fait. Georges Faucon a fait référence avec sa recherche avec les navigateurs là, donc avec les bateaux. Donc, on sait faire, impliqué dans cette activité. Il y a une série de concepts, mais ils ne savent même pas que ces concepts existent, mais ça marche. D'accord? Alors, je ne nie pas qu'il existe d'autres signifiants, d'où cette partie qui est en ligne continue et qui diffère de la perspective de Gérard Vergniaud. De l'autre côté, dans le côté contexte scolaire, donc on voit que la partie, hein, la relation entre ces deux éléments du triangle du système tripolaire de Gérard Vergniaud, qui c'est le signifiant et le signifié, c'est la partie qui reste la plus évidente de la connaissance. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des situations de référence dans le contexte scolaire, mais on peut avoir notamment une définition des concepts. Donc là aussi, je fais des raccourcis hein, en fonction du temps prévu pour la présentation. Et là, on voit la prédominance de la dimension prédicative de la connaissance. Donc, c'est le savoir-dire. Parfois, on sait dire, on donne définition des concepts, mais on ne sait pas dire.
D'accord. Pardon, on ne sait pas faire. On sait dire, mais on ne sait pas faire. C'est le savoir dire et non le savoir faire. Vous voyez bien que c'est assez, comment je peux dire ça, réduit cette pensée. Mais l'idée, si je reviens encore, c'est que ces deux concepts-là, ils sont, c'est bancal, d'accord? Ce n'est pas équilibré. Parce que les trois pôles, ils sont déséquilibrés. Le triangle est bancal. Et donc, pour une vraie contextualisation, on imagine que ces deux concepts de contexte scolaire et extrascolaire, ils se réunissent pour avoir un triangle dont toutes les lignes sont continues et donc où il y a ici la dimension opératoire, ici la dimension prédicative, mais il y a une intersection dans ces concepts-là, où les trois pôles sont, disons, ça donne un niveau, comme disait Gérard Vergniaud, ce n'est pas présence ou absence de concepts, mais c'est une conceptualisation du réel, des niveaux de conceptualisation du réel, dans ces cas plus élevés, parce que je sais faire et je sais dire comment je fais, et je peux même identifier parfois quels sont les concepts sous-jacents à mon activité, et je sais dire, mais aussi je peux reconnaître dans un autre contexte ce que je dis et les concepts abstraits et formels développés à l'école. Donc, je ne veux pas, je dis, mettre beaucoup de temps, mais si on prend cette différence contextuelle de cette notion de contexte que j'introduis dans la définition tripolaire du concept, celui-ci conduit à trois enjeux fondamentaux de la conceptualisation du réel qui sont étroitement imbriqués. Et ça, ce sont des questions, donc, je dis des bases de la psychologie qui est ma formation d'origine. Et donc, c'est lié au statut des connaissances produites. Donc, quelles sont les connaissances qu'on produit à l'école? Quelles sont les connaissances qu'on produit hors école? Existe-t-il une hiérarchisation de ces connaissances? La question de la prise de conscience des concepts. Donc, la question de la conscience, c'est un élément clé de la psychologie, et c'est que j'aimerais bien aussi, donc c'est seulement un clin d'œil, on a parlé des neurosciences donc, et d'autres courants de la compréhension du psychisme, et on sait bien qu'il existe des effets des territoires. Et j'aimerais bien dire ici qui est piégé, même si l'inconscient, on rattache notamment à la question de la psychanalyse. Piaget, il a parlé d'un inconscient cognitif que j'utilise beaucoup pour pouvoir éclairer mes travaux. Et donc, c'est la question de la prise de conscience des concepts et enfin, du pouvoir de généralisation et de transfert de ces connaissances, qui c'est aussi la question du transfert des apprentissages, qui c'est un élément clé de notre discipline. Alors, si je suis presque à la fin de ma communication, si je parle du statut des connaissances produites, je peux dire, en introduisant la question du contexte dans le système tripolaire conceptuel de Gérard Vergniaud, que dans le contexte scolaire, le focus de la conscience semble dirigé, comme je vous ai dit, essentiellement vers la relation bipolaire signifiant-signifié, laissant partiellement dans l'obscurité l'ensemble des situations de référence. Ceci implique, à mon avis, une erreur de considérer ce type de connaissances comme supérieur et formel. C'est comme si on avait, dans la littérature, pendant longtemps, on imaginait que dans le contexte scolaire, on avait une connaissance décontextualisée, donc générale et applicable dans tous les autres contextes. Or, on voit que cela est faux et parfois, ce type de connaissances, elles restent de façon, je disais, restreinte, au contexte scolaire, sans pouvoir généraliser, on va voir ça tout à l'heure, mais sans pouvoir à l'élève, aux personnes, de reconnaître les concepts développés, les connaissances développées à l'école dans des contextes extrascolaires. Concernant les contextes extrascolaires, le statut des connaissances produites,
le focus des consciences semble dirigé essentiellement vers la relation bipolaire, situation signifiée, laissant partiellement dans l'obscurité l'ensemble des signifiants. Cela peut impliquer une erreur de considérer ce type de connaissances comme inférieur, concret, donc concrète, et on voit que ceci est vrai dans certains contextes, comme c'est aussi le cas des connaissances scolaires. Le but, ça serait de créer des passerelles pour pouvoir créer cette intersection que je vous ai montré dans la diapositive précédente, qui puisse conduire le sujet à un niveau de conceptualisation du réel plus élevé. Alors, si on reprend la prise de conscience des concepts et du rôle du langage, alors je prends ici deux géants de la psychologie, Piaget et Vygotsky. Pour Piaget, dans la mesure où l'on désire marquer et conserver leur différence entre l'inconscient et la conscience, il faut bien que le passage de l'un à l'autre exige des reconstructions et ne se réduise pas seulement à un processus d'éclairement. C'est pourquoi la prise de conscience d'un schéma d'action transforme celui-ci en un concept. Nous sommes ici en train de parler des conceptualisations en acte et qu'est-ce qui serait pour Vergniaud donc une conceptualisation plus évoluée. Donc là, c'est comme si on voit que le passage de l'un à l'autre est nécessaire une reconstruction. Donc, on pouvait revenir aussi lors de la discussion. Pour Vygotsky, cet autre géant, prendre conscience d'une opération, c'est en effet la faire passer du plan de l'action à celui du langage et la réinventer en imagination pour pouvoir l'imprimer en mots. Là, on voit bien donc les marques de Vygotsky concernant le rôle du langage. C'est comme si, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette citation, c'est parce qu'il parle de la question du langage, de la médiation sémiotique, mais la réinventer en imagination. Parce que quand je parlais tout à l'heure de toute cette partie des signifiants, il peut être langagier, ça peut être imagé, on peut revenir aussi en fonction des multiples exemples que j'ai collectés au fil des années. Et le troisième point, donc je passerai vite, c'est le pouvoir de généralisation et de transfert de ces connaissances. Comme je vous ai déjà dit, on associe le contexte scolaire à un contexte, une connaissance généralisable à tous les contextes. Nous avons plein de recherches qui montrent que cela n'est pas vrai. Et par exemple, parfois, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on apprend à l'école. À quoi ça sert? Cette question qui agace beaucoup les enseignants, y compris moi-même, mais qui n'est pas si naïve que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Comment je transforme ça d'un concept objet dans un concept outil? Comment un enseignant, parce qu'on a parlé aussi de la question des enseignants, comment je transforme des connaissances en psychologie dans des connaissances opératoires quand je suis en salle de classe. Et aussi la question du contexte scolaire qui était généralement liée à une connaissance locale. On voit bien qu'au travers de certaines médiations, donc on peut faire que ces connaissances locales, elles puissent être généralisables à d'autres situations. Et en étant plus contextualisées dans le réel, cela puisse être plus facile de donner des mots, une compréhension d'une autre nature. Je vous remercie en vous laissant un tout petit peu, Mafalda, avec la démocratie, la justice et la liberté et à la vie. Merci beaucoup. On passe à l'intervention d'Alex. Alex ?
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous en remercie de l'invitation. Je vais bénéficier un petit peu des concepts qui ont déjà été présentés. Excusez-moi, il me demande de faire des autorisations pour partager l'écran. Oh, il me demande de réinitier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent présenter en tant que je réalise cette opération d'autorisation? Oui, oui, Alex, je peux le faire. Merci. Je ferai le download de fichier et je vais présenter tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. Ah voilà, ça y est. J'ai réussi ici aussi. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, grand merci de l'opportunité de présenter, faire un peu le compte-rendu de travail que nous avons fait après la rentrée. La rentrée, il y a déjà beaucoup de temps. Mais il faut savoir que la marque de Gérard elle fait partie dans la pratique pour diriger des thèses, pour diriger des travaux. Et dans les dernières années, je me suis rencontré avec des très bons amis, très bons collègues de l'époque. Et j'ai repris le travaux avec la théorie de Gérard Vergniaud il y a 4 ou 5 ans. Et dès le départ, j'étais toujours intéressé. Je suis ingénieur de formation. Et mon intérêt d'apprendre la psychologie, c'est de savoir comment faire le design des systèmes éducatifs qui soient effectifs dans le sens qu'ils puissent servir de support matériel pour la constitution des situations d'apprentissage, de développement des connaissances scientifiques, mathématiques. Dans ce cadre, la théorie de Gérard Vergniaud, on peut l'approximer mise à côté de tout l'ensemble des théories de l'ergonomie cognitive, notamment les théories qui permettent l'analyse de l'interaction humain-ordinateur. Le nom de domaine, c'est interaction homme-machine, que je n'apprécie pas beaucoup. Et nous avons ici tout un ensemble des théories qui nous permettent de décrire l'action, néanmoins sans pouvoir analyser la conceptualisation consécutive qui a lieu en parallèle de cette action, et notamment aussi le développement qui est conséquence de cette activité de manipulation, que ce soit par l'élève ou par l'ensemble des élèves ou bien dans une situation de classe. Ici, un petit souvenir de mes premiers travaux, c'était sur l'apprentissage de géométrie, il y a très, très longtemps. Et à l'époque, la théorie de Gérard Vergniaud, articulée avec le modèle théorique de développement instrumental de Pierre Abardel, m'a beaucoup appris et a été très utile pour construire des méthodologies d'évaluation de l'efficacité, de l'effectivité des interfaces, des situations constituées par des interfaces digitales. Les questions des recherches, c'était d'aller
plus loin dans le sens de l'ergonomie cognitive pour pouvoir décrire pas seulement l'action ou l'ergonomie de l'usage d'un outil, que ce soit un outil matériel, physique, manipulatif, comme on utilise souvent dans la littérature des systèmes éducatifs, des matériaux éducatifs, mais surtout pour comprendre ce rapport intime, pas déterministe, mais corrélatif, je peux dire, entre la façon d'utiliser ou de s'adapter à une interface et la conceptualisation qui est influencée à partir de cette adaptation à l'usage d'un outil. La notion des situations, elle est tout à fait centrale ici, mais d'une manière inverse dans le sens utilisé dans la recherche en psychologie. On parle ici, d'une part, d'évaluer si le matériel peut constituer une situation qui est productive pour l'apprentissage et le développement conceptuel, mais en même temps, il est intéressant de savoir comment faire le design d'un système qui puisse partir dans un futur proche, partir d'une situation effective elle-même pour promouvoir le développement conceptuel désiré. Alors, on parle ici d'un mouvement de design et la pièce manquante de l'ensemble des théories utilisées pour analyser l'ergonomie des systèmes artificiels, des logiciels, soit de matériel éducatif physique, c'est la notion d'instrument, c'est la notion de concept, tel comme défini par Gérard Vergniaud, qui articule la situation et la forme de représenter les concepts et les invariants qui sont issus au moment de l'acte. Alors, l'action, elle est prise ici comme une unité d'analyse et elle s'éparpille, elle se partage, se divise en deux différents niveaux. La notion d'action, nous avons tout le niveau organisation préalable de cette action qu'on peut inférer, et ce regard par rapport, tout en utilisant cette référentiel théorique, nous permet d'organiser un processus de design dans lequel nous pouvons modéliser ou créer effectivement des interfaces digitales. Et le grand défi, c'est de créer ces interfaces digitales qui puissent, d'une certaine manière, orienter l'émergence, l'utilisation d'un sous-ensemble des invariantes opératoires. C'est le défi d'utiliser la théorie des champs conceptuels, pas seulement pour analyser l'activité ou l'acte de résolution des problèmes, mais pour créer des interfaces éducatives qui puissent, dans le futur, après tout le processus de design, être effectives pour aider la constitution de situations intéressantes pour le développement visé. Alors, compte tenu du fait qu'avec n'importe quel matériel, il y a toujours une adaptation du sujet, nous pouvons aussi considérer que dans cette adaptation, nous avons, en parallèle d'une conceptualisation, un développement instrumental dans le sens de Rabardel. Alors, nous avons ici une cadre théorique étendue dans lequel le développement peut s'y faire
également par l'apprentissage d'un concept, mais aussi par le développement des instruments qui sont liés à l'adaptation du sujet au niveau des chaînes à un nouveau artefact. Et ici, c'est la clé pour pouvoir utiliser, je peux dire, utiliser ou avoir une référentiel théorique assez sophistiquée de l'analyse de la conceptualisation dans les processus de conception d'interfaces numériques pour l'apprentissage. Ici, c'est un exemple d'évaluation. Le concept, tous ces concepts articulés, les constructs articulés, nous ont permis, par exemple, de faire la comparaison entre deux systèmes d'instruments. D'un côté, un logiciel éducatif de géométrie dynamique et un ensemble de crayons, compas et règles qui ont été présentés à des élèves pour résoudre des problèmes équivalents. Et nous sommes aperçus que les théorèmes en acte ou les invariantes opératoires qui émergent dans les situations avec les différents systèmes d'instruments sont différents. Cela nous dit que la conceptualisation n'est pas une conséquence directe ou une qualité inhérente des systèmes d'instruments, mais nous pouvons imaginer qu'il y a une tendance que nous pouvons observer par rapport à ce qui est mobilisé, au théorème en acte et les schèmes qui sont mobilisés dans l'utilisation de chacun des ensembles des outils. Alors, ici, nous voyons un exemple d'évaluation et des comparaisons des deux systèmes d'instruments par rapport à la conceptualisation qui émerge dans l'action. Le défi, c'est de faire le parcours contraire, de créer un processus de design qui, en amont, nous définissons l'ensemble d'un champ conceptuel visé, par exemple des compétences spécifiques définies dans le curriculum qui sont éventuellement difficiles à être travaillées par les enseignants et créer un logiciel qui soit à la fois intéressant pour les enfants et aussi qui puisse dans leur usage, faire ou inciter, ou stimuler, ou demander, ou solliciter les invariants qui sont désirables d'être développés au cours de cette expérience d'enseignement avec des nouveaux systèmes digitaux. Alors, je pense que quelques années après la fin du doctorat, j'ai commencé à faire le design de ce type de système. Je vais vous présenter deux et un troisième ensemble des logiciels. Et la plus grande qualité de la théorie, c'est de permettre l'évaluation des prototypes fidèle dans le sens de fidélité au projet qu'on veut aboutir à la fin d'un processus de design, mais un prototype initiaux, des prototypes qui sont légers dans le sens de coût, de temps que nous avons dépensé pour créer. Et ainsi, nous pouvons, d'une certaine manière, réaliser des évaluations continues à chaque itération d'un cycle de design et essayer de faire convergir le format de ce logiciel et l'ensemble des théorèmes en acte qui peuvent être mobilisés au niveau de l'action par les utilisateurs visés. La théorie de Gérard, en ce moment-là,
elle était tout à fait bien comprise et bien adaptée et bien présentée dans différentes conférences. Nous avons aussi eu l'opportunité de présenter la théorie de champ conceptuel comme une possible méthodologie d'évaluation des logiciels éducatifs dans cet ouvrage qui a été publié en 2016 ici au Brésil. Alors, et aussi dans quelques références, j'ai même eu la chance de présenter cette méthodologie pour la communauté brésilienne d'informatique éducative en portugais et en anglais. Alors, une deuxième tentative de comprendre ce processus de design a eu lieu à partir de 2005. Nous avons essayé de créer des situations collaboratives, synchrones d'apprentissage. Ici, nous avons utilisé les schèmes, les diagrammes des représentations des situations additives pour créer une plateforme de modélisation collaborative et évaluer d'un coup si cette forme de représentation des concepts, de transformation et de relations entre quantités, il ferait du sens, il pourrait aussi constituer une situation intéressante pour l'apprentissage collaboratif des concepts mathématiques, notamment de champs conceptuels de structure additive. Une autre application de la théorie, c'était pour la prototypation de aide l'adaptative. On parle aussi d'un échafaudage adaptatif pendant les étapes intermédiaires d'un processus de résolution des problèmes collaboratifs. Je n'ai pas réussi à traduire tout le protocole. Nous avons ici un prototype de bas fidélité. C'est une forme de mettre en interaction une version intermédiaire d'un produit pour réaliser de l'analyse de la tâche et aussi de l'analyse de la conceptualisation dans les étapes, dans les interactions intermédiaires d'un processus de design d'une nouvelle interface. Ici, c'est un protocole un petit peu plus lent. Nous avons, même dans ce niveau de prototypation, réussi à évaluer l'efficacité de l'interface pour créer une situation qui ait du sens pour les utilisateurs et aussi et surtout pour évaluer les interventions automatiques entre différentes étapes de processus collaboratif de résolution. Ils ont aussi une efficacité et du sens au fur et à mesure tout au long de la résolution. Voilà, ces deux travaux, ils ont aussi été présentés dans différentes conférences. Et je passais beaucoup de temps un peu éloigné parce que je travaille dans un département d'informatique et c'était très, très difficile de recruter des gens qui étaient disponibles pour apprendre des théories de conceptualisation. Alors, je me lançais pour faire beaucoup de choses, des travaux sur la collaboration, des interactions, le design des systèmes collaboratifs, mais pas exactement sur le design des systèmes, des logiciels éducatifs. Mais en 2020, nous avons été commissionnés pour faire le design de 24 logiciels pour l'enseignement secondaire et 12 parmi eux liés à des champs conceptuels qui sont travaillés avec les élèves dans le secondaire. Je ne vais pas présenter en détail tous les
toutes les interfaces. J'ai mis ici un petit vidéo pour expliquer le contexte du projet. Et la commande, tout en considérant que nous avons au Brésil 7,5 millions d'étudiants dans l'enseignement secondaire, il nous est très cher d'avoir une bonne précision et comment dirais-je, un bon niveau de qualité pour chacune de ces interfaces éducatives qui sont issues d'un projet financé par l'État. Et l'objectif, c'était de créer différentes situations qui soient à la fois intéressantes au niveau de désir de jouer, qu'ils soient ludiques, qu'ils soient attractifs pour les étudiants au secondaire, mais en même temps qu'ils puissent cibler des compétences difficiles et connues comme étant mal comprises ou qui ont souvent des mesures basses de la performance des étudiants secondaires. Alors, nous avons commencé à consulter des spécialistes pour définir ces compétences cognitives de mathématiques spécifiques. Nous avons eu la participation d'un collègue qui, beaucoup parmi vous connaissent, Marcelo Kermer, a été un des spécialistes qui nous avons aidé à définir cet ensemble de compétences. Et pour chacune des interfaces, chacun des produits que nous avons créés, nous avons formalisé ou organisé un processus de design dans l'intérieur duquel l'évaluation que nous avons utilisée auparavant était présente dans les étapes, plusieurs étapes intermédiaires pour évaluer l'efficacité, l'effectivité de ce prototype pour constituer des situations effectives d'apprentissage de ces compétences spécifiques choisies. Et nous avons réussi à construire des logiciels pour Android, iOS, des manuels pour les enseignants. Dans le manuel, il y avait des consignes pour expliquer comment organiser les situations didactiques avec ces logiciels. Et ici, c'est le processus de design. Ce processus, il était adapté par d'une forme tout à fait connue de design des objets. Nous trouvons ici le format de double diamant des processus de design qui fait la diffusion. D'abord, on découvre quelles sont les situations possibles. Nous avons, dans les premières parties des designs, analysé les situations organisées dans les livres éducatifs, dans les bouquins, aussi dans la pratique des enseignants, avec des interviews, etc. Ensuite, nous avons fait des prototypes des basses fidélités. Et ensuite, encore beaucoup d'évaluations de ce prototype pour avoir des informations sur cette efficacité pour la fin aboutir à des versions fonctionnelles dont je présente ici un tout petit extrait des images. Voilà. Ici, c'est le résultat.
nous avons 12 différentes interfaces, chacune concentrée sur des problèmes. Et la théorie des champs conceptuels me présente, je reviens en arrière pour dire exactement où la théorie est utilisée. C'est exactement ici, où l'équipe démarre des techniques de prototypage et d'évaluation systématique avec des enseignants et des étudiants. Voilà, ici c'est le... Ce que nous faisons maintenant, le projet il est fini le janvier 2022 et tous les logiciels sont disponibles en ligne. Ce que nous faisons maintenant, les analyses approfondies de chacun de ces objets. D'abord, des études de perception et par la suite, des études de conceptualisation pour étendre l'ensemble des connaissances liées à ces interfaces et aussi la diffusion. Alors, ici, quelques d'autres ouvrages qui ont été écrits dans les dernières années. Le premier ici, je présente pas tout à fait les bouquins, mais la collection, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, il y aura un nouveau exemplaire dans cette série, dans cette édition, qui parlera aussi de la théorie de Vergniaud, et ça sera présenté, ça vous sera présenté bientôt. Je voudrais terminer avec un grand messie de cette expérience humaine, émotive. Je suis très reconnaissant de l'opportunité d'avoir appris de me constituer chercheur par la direction de Joël Vergniaud. D'abord par sa manière productive et engagée, sa façon curieuse et culturellement ouverte, et surtout par sa générosité. Je ne pourrais pas me passer de faire cette reconnaissance aux collègues et aux maîtres. Je pense que cette photo, c'est la dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans le deuxième congrès de la théorie des champs conceptuels qui a eu lieu à Brasilia. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Gabriel? Allô? Oui, oui, Jeanne? On peut passer à la suivante? Oui? Oui, oui. Et toi? C'est toi? Oui, c'est moi. Ça devrait être moi. Très bien. Est-ce que vous le voyez? Oui, Oui. oui. Si. Ah, ça y est, c'est parti. Là. Ah. Excusez-moi. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais reprendre la dernière phrase de notre collègue Alex Gomez pour dire qu'effectivement, l'intelligence de ces recherches, c'est aussi une intelligence humaine. Et je pense qu'il est nécessaire de rappeler l'extrême bienveillance et le caractère exceptionnel humain de Gérard Vergniaud. Ensuite, eh bien, aujourd'hui, je vous présente un ensemble de témoignages
d'étudiants, infirmiers et de cadres de santé. Je n'arrive pas à faire passer, il est bloqué. Ça y est. J'ai passé ma thèse en 1994 avec Gérard Vergniaud sur à propos de notions liées à la division à l'école élémentaire. Et tout de suite, j'ai dit à Gérard Vergniaud, je ne vais pas faire ça parce que je suis mauvaise en mathématiques. Ça rappelle les propos d'Audrey qui ont été évoqués un peu ce matin. Il m'a dit, c'est pas grave, on ne va pas faire de mathématiques. Je n'avais absolument pas compris ce qu'il voulait dire. Mais grâce à lui, j'ai beaucoup progressé, car effectivement, personne ne peut plus dire, quand on parle de Gérard Vergniaud aujourd'hui, que la psychologie n'a rien à comprendre des questions didactiques, c'est le premier point. Et puis la pertinence de son point de vue, c'est celle qui, au fil des années, s'est montrée capable d'articuler des approches disciplinaires un petit peu différentes. Et je pense que c'est élégant, c'est original, c'est assez intéressant. Des cas de la division, on s'est orienté vers les cas de proportionnalité de dose, en rencontrant des cadres de santé qui signifiaient effectivement leurs soucis concernant les problèmes de formation qu'ils rencontraient avec, disait-il, des étudiants qui ne comprenaient pas. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse très rapide sur le réseau UNIRES, réseau des universités pour l'éducation et la santé, dans lequel, effectivement, nous retrouvons des ressources concernant l'éducation à la santé chez les enfants, dans les apprentissages, dans les psychologues scolaires. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Je voudrais commencer mon intervention plus précisément sur le cadre, l'étude et la transformation des pratiques. Les pratiques donc des étudiants en soins infirmiers qui sont en 3e année de formation, puisque leur formation dure 3 ans. Alors, je me suis intéressée à cela, c'est-à-dire ceux qui sont presque aboutis en termes de diplôme et qui vont bientôt exercer cette profession. Et particulièrement ceux donc qui valident. Alors, pour valider leur formation, il ne faut pas faire de fautes, il ne faut pas faire d'erreurs. Les formateurs qui les suivent ne peuvent pas laisser même envisager qu'ils puissent faire une erreur d'asepsie, par exemple, ou d'hygiène, qui serait bien sûr préjudiciable aux patients. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas faire des erreurs quand on fait un soin. Ça pourrait être très dangereux pour le patient, mais aussi pour leur formation, puisque s'ils font des fautes, ce qui est considéré comme une faute de la part des formateurs, bien sûr, eh bien, ils ne valident pas leur diplôme. Et donc, je me suis retrouvée avec une activité avec les étudiants infirmiers qui était d'une autre nature que les premiers engagements que j'avais eus concernant l'étude des erreurs des élèves quand ils font des divisions. Là, on se retrouvait dans une problématique qui était à construire dans une continuité avec une approche disciplinaire différente. Et ça, c'est assez intéressant. Gérard Vergniaud m'a beaucoup aidé pour mettre en scène le modèle de l'activité, des comportements. Et bien évidemment, je vais insister sur le concept de schème, sur lequel je vais revenir plus loin en vous donnant pas mal d'exemples, pour montrer effectivement l'invariance et l'adaptation aux situations elles-mêmes. Alors, ici, quand on parle d'activité, on parle de construction. Il y a eu beaucoup d'interventions aujourd'hui qui l'ont tout à fait dit. Et je m'intéresse particulièrement aux capacités d'organisation, de renouvellement et de développement des capacités dans l'action. Alors, dans l'action, souvent, les étudiants infirmiers, comme les infirmiers d'ailleurs eux-mêmes, titularisés, avec leur diplôme en main, ils ont à agir dans l'urgence. Et dans l'urgence, on engage bien évidemment des schèmes, c'est-à-dire ceux qui deviennent presque des automatismes, ceux qui sont liés à la représentation de ce qu'ils ont, de leur situation, des responsabilités aussi qu'ils ont au service des hôpitaux, par exemple. Donc, les principes d'organisation personnelle
sont sous la gouverne de représentations sous-jacentes et les représentations sous-jacentes viennent perturber l'application claire de protocoles. Les protocoles de soins, c'est très algorithmique. C'est je dois faire ceci, puis cela, il y a un ordre. Dès qu'on échappe à l'application claire de protocoles de soins, eh bien, ça ne convient pas, bien sûr. Ça ne convient pas au cadre formateur, ça ne convient pas dans la légitimité, je dirais, de ce qui est reconnu dans leurs actions. Donc, il en va tout autrement parfois. Alors, on constate des écarts, et ces écarts, effectivement, nous rappellent la pensée de Karl Marx, qui disait que dans le travail, il y avait une distinction à faire, excusez-moi, entre l'activité productive et l'activité constructive, qui vont de pair, qui vont ensemble, et on l'aura compris. Ici, on analyse l'apprentissage donc sur les lieux de travail. Je n'arrive pas à passer mon autre diapo, ça bloque. Allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Oui, très bien. Des petits problèmes de connexion aujourd'hui. J'aurais dû rester chez moi, j'aurais peut-être eu meilleur Internet. Alors, je vais partir effectivement de cette phrase magnifique de Gérard Vergniaud que vous voyez à l'écran, qui sous-tend effectivement des questions, c'est-à-dire comment analyser ces apprentissages pratiques, comment est-ce que l'on peut effectivement analyser les actions, et les propositions permettent de déterminer ce qui fait la différence à la fois entre une manière de s'y prendre et une autre pour définir les compétences. La question que je vous pose aujourd'hui à toutes et à tous, c'est qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence du geste? Comment est-ce qu'on peut identifier les compétences? Comment est-ce qu'on peut les noter, les évaluer? Tout ceci comporte effectivement des sensibilités et des pratiques qui donnent une empreinte sur les comportements. Alors, l'erreur, elle n'est pas admise, je viens de le dire, pour la sécurité du patient, bien sûr. Mais au quotidien, nous avons des modèles de fonctionnement qui sont placés au cœur des situations et qui se construisent selon les itinéraires personnels, du moins en partie. La dimension, effectivement, d'une même connaissance au moment de sa contextualisation, ça va définir cette pertinence. Et cette pertinence, je vais donner des exemples, parce que c'est à partir de cela, peut-être qu'on pourra engager des discussions. Ce n'est pas significatif de la même manière, et ça peut s'avérer extrêmement préjudiciable au niveau du quotidien. Notamment, prenons la définition d'un médecin. Un médecin, il a avec lui un étudiant, un jeune infirmier. Et donc, il va dire, quand j'accueille un étudiant qui sort de la formation au bout de 3 ans, je lui demande de faire table rase, mot qui peut nous évoquer bien des choses, de ce qu'il a appris, et j'exige qu'il me suive pas à pas par sa manière de faire, afin qu'il reproduise exactement la même chose. Donc, ici, on a cet exemple de ce médecin réanimateur qui veut dire que qu'il constate bien que l'étudiant engage spontanément autre chose que la méthodologie qu'il a apprise dans des cours théoriques. Alors la notion de schème sur laquelle je me permets de revenir, elle est centrale dans l'attribution des significations, on l'a dit, mais ça forme un système. Et ce système de schème, ça traduit certaines manières de gérer la construction dans le contexte. Et dans ce contexte, on a des formes de coexistence dans des rapports à la fois spontanés, je vais donner quelques exemples tout à l'heure, d'exemples spontanés, et parfois qui sont peu explicites, ou qui sont investis dans des situations ordinaires. Par exemple, une étudiante infirmière va changer les draps dans une chambre, les draps d'un patient, comme si elle le faisait chez elle. En oubliant, elle oublie. Ah, c'est une question, non? Elle oublie le protocole qui fait qu'on ne sort pas les draps comme ça, on ne les secoue pas par la fenêtre. Ça n'a strictement rien à voir. Donc les finalités sont inscrites dans un cadre qui est bien antérieur à l'apprentissage à proprement parler. Et ce schème donc va s'adapter au sein d'une classe de situation. Et ça va engendrer l'activité et la conduite. Je vais donner un exemple.
quand un étudiant infirmier rentre dans un bloc d'arthroscopie. Alors l'arthroscopie, c'est par exemple une intervention chirurgicale qui permet d'explorer l'intérieur d'une articulation. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut une double paire de gants. Pourquoi une double paire de gants? Parce que ça abaisse les risques de contamination virale. Et donc, si l'intervention chirurgicale est prolongée, alors il faut songer à l'utilisation d'une deuxième paire de gants. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les gants, ça coûte cher. Donc, on doit apprendre à se retirer loin du champ opératoire pour ne pas augmenter le risque infectieux. Et donc, ça demande effectivement une démarche assez cohérente. Or, elle ne rentre pas dans une cohérence, du moins celle qui est attendue, mais dans la cohérence de celle qu'établit le sujet. Et donc, les schèmes, parfois, paraissent désorganisés, mais comportent des formes de coexistence dans des rapports peu explicites et investis dans des situations ordinaires. Qu'est-ce qui est un variant? Il faut bien... Gérard Vergniaud nous a appris quelque chose de fondamental et qui, je pense, est la clé de voûte de beaucoup de choses. C'est que l'organisation, c'est ce qui est invariant. Et effectivement, c'est celle du sujet. Et c'est non pas l'activité elle-même. Or, effectivement, ici, dans les rapports qu'il puisse y avoir entre les cadres de santé qui sont en charge de former les étudiants, eh bien, eux, ils attendent des réussites dans l'activité. Et les conduites, évidemment, signalent plusieurs difficultés, par exemple l'identification des différentes dimensions d'un problème et de leurs relations, et puis parce que, tout simplement, on a affaire à des variables en interaction situées au niveau de la structure et non pas des concepts isolés. Et quand je dis simplement, c'est un abus de langage, parce que c'est très difficile, effectivement, de comprendre les intentions du sujet, ses motifs, ses buts, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut engager, est-ce qu'il veut engager des choses qu'il pense avoir comprises, lesquelles, est-ce qu'il veut engager de manière plus ou moins contradictoire des composantes dans l'agir, dans l'action? Et donc tout ceci va conduire une certaine orientation de conduite qui va modéliser son activité. Choses qu'ont écrites mes collègues dans leurs différentes présentations de manière tout à fait admirable auparavant. Donc, le contrôle gestuel d'un étudiant infirmier doit être absolument maîtrisé. Il doit être réfléchi. Il doit être rigoureusement étudié. Le schème, bien sûr, ce n'est pas un processus systématique comme l'exige un protocole de soins. Et ici, on a un ensemble de règles pour avoir un résultat strict codé. Gérard Vergniaud nous donnait un jour une phrase que je trouve absolument extraordinaire. La pensée est un geste. Oui, Gérard, la pensée est un geste. Et effectivement, on se retrouve avec la définition de la compétence, c'est-à-dire ce qu'il disait, c'est-à-dire la capacité à répondre aux caractéristiques singulières d'une situation. C'est un ensemble de schèmes. C'est un ensemble de schèmes aussi. C'est un ensemble de schèmes que le sujet engage ou que les sujets engagent. Une perspective théorique avec lesquelles nous avions discuté peu après, enfin déjà en début de l'année dernière, c'était la perspective d'étudier aussi les schèmes sociaux, c'est-à-dire ceux qui s'organisent en collectivité. Notamment, la construction effectivement des représentations des étudiants va suivre des principes d'organisation de pensée qui vont se légitimer aussi avec ce qu'il entend, avec ce qu'il voit, avec certains modes relatifs à leur fonctionnement qui répondent aux exigences, d'accord, mais on a un aspect très dynamique et la portée théorique de Gérard Vergniaud nous apporte une intelligence, c'est l'intelligence de savoir quelle est la question qui puise sa faculté d'agir dans le pragmatisme, dans ce qui fonctionne réellement, et dans l'utilitaire, c'est-à-dire ce qui vise à l'utile. Ce qui vise à l'utile pour un infirmier, quand il court d'un service à un autre, notamment, par exemple, dans les périodes que nous avons eues avec la pandémie, il n'a pas la possibilité de
se poser, de réfléchir, de demander à quelqu'un, notamment à l'infirmière en chef, à celle qui conduit effectivement le service, etc. Il n'y a pas de staff, comme ils disent, il n'y a pas d'équipe. On court d'un service à un autre. Donc, on fonctionne avec des croyances, avec ce qu'on juge pertinent dans une situation, et puis on va accéder à une nouvelle modalité de construction des invariants en fonction effectivement des situations et des buts. Ce qui veut dire qu'il faut s'interroger sur la connaissance des questions propres à la construction sociale, de ce que l'on prévoit, de ce que l'on prédit. Et le côté prédictif, instruit et inscrit dans le schème paraît être une innovation majeure que Girard nous a léguée. Je vais rapidement donner maintenant quelques exemples. Quelques exemples de classification des comportements. Je préfère maintenant, bien sûr, utiliser le mot comportement que le mot erreur, mais de ce qui est qualifié comme négligent de la part du cadre. Admettons qu'il y ait un cheveu qui dépasse de ce qu'on appelle une charlotte. Je ne sais pas comment on le traduit, mais vous savez, les bonnets qu'ils ont sur la tête quand ils sont dans des blocs opératoires. Il ne faut pas qu'un cheveu dépasse, sinon c'est une faute. On reprend l'étudiante, on lui dit, mais là, ce n'est pas correct. Elle dit, ça n'a rien à voir avec le bonnet, et de toute façon, on ne l'a pas vu en théorie. Ah, ce genre de petites choses, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un cheveu, ce n'est pas grave, donc elle oublie l'asepsie. Comment faire acquérir des bons comportements est une question centrale qui, effectivement, construit des croyances d'efficacité personnelle selon des stratégies, notamment, qu'on vient de voir, dans tel et tel type de situation relative à l'asepsie, un point à partir duquel il construit un nouveau cadre de référence, et son comportement va se légitimer. Voici un autre exemple, l'oubli du global. Alors, quand vous découpez, vous, des pansements à la maison, pensez-vous à cela. Une faute d'asepsie, c'est par exemple, on découpe un tulle gras qui est cicatrisant, qui est stérile à l'intérieur, mais qui n'est pas stérile à l'extérieur. Donc, l'étudiante a des ciseaux stériles, qui sont dans un bac spécifique, elle découpe le pansement, ne pensant pas que c'est non stérile à l'extérieur, et donc c'est une faute effectivement d'asepsie. Voici un autre exemple. Il y a des négligences qui sont des fixations à un seul contexte. Vous n'avez pas, les uns et les autres, aujourd'hui, on parlait beaucoup du contexte. Alors, effectivement, voici cette étudiante qui a été formée en pédiatrie, et puis qui, du jour au lendemain, est placée en gériatrie. Alors, quelques erreurs se font, notamment concernant le calcul des doses qui ont été les premiers travaux que j'ai menés avec Girard, consécutifs au problème de proportionnalité et de divisibilité qu'on avait travaillé juste avant avec les erreurs que les enfants faisaient à l'école élémentaire, et se retrouver finalement avec ces jeunes gens qui avaient les mêmes types de raisonnements concernant la proportionnalité. Je reprends le contexte, effectivement, il est très important, et donc on se retrouve dans des problèmes qui sont liés. Voici un autre exemple. On se justifie. On se justifie comme on peut quand on est happé par la cadre formatiste qui vous dit « ce que vous faites, c'est pas bon, je ne peux pas vous valider votre diplôme d'infirmier ». Imaginez le désarroi. Alors elle dit « je l'ai vu dans le service, j'ai vu une infirmière faire comme ça, alors je fais pareil ». Et là où le schème prend une acuité extraordinaire, c'est que les capacités d'anticipation et d'adaptation sont tout à fait réduites à des stratégies qui sont liées à l'expérience. Par exemple, si j'élève la température, je fais baisser la température, je donne telle posologie et je diminue telle dose. Vous savez, par exemple, quand on ne sait pas calculer une proportionnalité de dose, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le médecin vous donne les ordres, oui. Les dispositions, oui. Mais si on est toute seule et qu'on est dans l'urgence, il faut absolument faire un calcul qui est celui d'une règle de 3, par exemple. Règle de 3 non maîtrisée, comment fait-on? Eh bien, on a un petit carnet qu'on sort de sa poche, dans lequel on a mis toutes les situations possibles. Tel patient pèse tant de kilos, alors il a tant de cachets. Telle disposition avec telle autre chambre, tel patient a un débit goutte, minute, heure. Vous voyez la difficulté mathématique, goutte,
minutes, heures. Et en fait, ces capacités, je dirais, de possibilités d'agir sont ainsi réduites à des petits calepins sur lesquels on prend des notes et donc on ne calcule plus. Et là, Gérard Vergniaud me disait, mais voilà quelque chose d'intéressant. Et il m'a beaucoup apporté quant au fait, effectivement, qu'il fallait, comme deuxième exemple, travailler sur la notion d'anticipation du schème. Alors là, il a fallu trouver effectivement des situations qui s'y rapportaient. Alors, vous savez, une poubelle dans laquelle on met les pansements, tout ce qui est bien évidemment à jeter, eh bien, la poubelle ne doit jamais être au sol. C'est une faute. Alors, évidemment, on la met au sol. On doit la mettre sur le chariot. Vous voyez que toutes ces anticipations font que les cadres formateurs nous disent il y a beaucoup trop de choses qu'on ne peut pas régler dans nos formations. Nous sommes en pénibilité de pouvoir effectivement considérer une validation simple des actions des étudiants et de leur réussite. Alors évidemment, il y a aussi une vision des risques. Et c'est là où, effectivement, l'étudiante a peur d'être contaminée. L'étudiante, il y a des moments où elle a peur, il y a des sentiments personnels qui prennent le dessus. Et ça, c'est quelque chose où très intéressant, c'est-à-dire le poids de l'affectivité sur l'organisation des schèmes et sur la manière, effectivement, dont on peut envisager, je dirais, les constats. Pareil, ils utilisent des produits divers dont je ne vous donnerai pas les détails. Mais les produits qui sont utilisés font peur aussi. Parce que les produits pour stériliser, pour aseptiser ces sons ou les instruments, eh bien parfois ça crée des dégâts au niveau des mains des étudiants. Certains font des allergies aussi avec les gants. Donc parfois, eh bien, ils enlèvent les gants. Vous voyez ? Donc, effectivement, les étudiants infirmiers vont construire des sources d'adaptation qui sont liées à toutes ces circonstances. Et les cadres de santé insistent sur ces problèmes de formation quand les erreurs ont trait à la sécurité, qu'il est difficile de les dépasser, voire de les surmonter, et aussi parce que ces sources d'adaptation et de construction, eh bien, ils ne comprennent pas comment les étudiants infirmiers s'engagent et quelles sont les circonstances qui visent à étendre les classes d'application dans lesquelles tout ceci peut s'appliquer. Une des points qui va à peu près terminer mon intervention de ce jour, je l'ai choisi parce qu'il fallait faire un tri, mais c'est la notion de filtre de la pensée. Les schèmes, ce sont des filtres, organisent des filtres dans la pensée. C'est-à-dire qu'on va mobiliser des schèmes qui sont non pertinents dans la pratique, donc on va filtrer. On va filtrer ces schèmes, on va filtrer les gestes qui vont être consécutifs à l'engagement. Du point de vue cognitif, ce sont bien des invariants opératoires qui vont prélever ou qui ne vont pas prélever dans l'environnement des informations pertinentes. Donc, les actions qui sont nécessaires, elles sont sélectionnées au calcul à la fois des buts, des sous-buts qui sont susceptibles d'être formés. Par exemple, je donne encore un exemple, quand on fait une prise de sang, on cherche la veine au bout des doigts, après avoir désinfecté l'emplacement précis. Mais quand vous faites vous-même une prise de sang dans un laboratoire, est-ce que le gant avec lequel est utilisé ce geste est effectivement désinfecté? Est-ce que l'automatisme finalement fait qu'on a désinfecté l'emplacement précis, mais on retouche parfois la veine avec le doigt pour mettre un petit pansement? Vous voyez? Et donc, toute tâche est identifiée et intégrée d'une certaine façon. Les filtres de la pensée, je le répète, vont sélectionner les principales caractéristiques et vont trier ce qui est de l'ordre des croyances et de ce qu'on croit aussi pertinent. Ça va un petit peu avec. Les filiations et les ruptures des raisonnements vont permettre de mettre en valeur l'intervention de cette phrase de Vergniaud qui conclut un peu rapidement ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut identifier ce qui fait la différence effectivement entre une manière de s'y prendre et une autre, pour identifier les compétences.
La notion de schème ici est centrale. Il est difficile de décrire et d'analyser les règles qui engendrent les ressemblances et les différences qu'on observe. Le schème ici est absolument fondamental. Les analyses, bien sûr. Ce sont les propositions, dit-il, tenues pour vraies dans l'activité, les théorèmes en acte, qui permettent de formuler ce qui fait la différence entre un moment de développement et un autre, ou encore entre un expert et un novice, ou un individu plus expert et un individu moins expert. À partir de là, eh bien, la complexité, l'innovation de la théorie de Gérard Vergniaud suppose d'articuler des approches complémentaires, disciplinairement complémentaires, afin de donner une perspective et un avenir à la portée théorique qu'il nous livre. Bertrand nous disait qu'il serait illusoire de croire que la pensée peut venir à bout de l'inépuisable complexité du réel. Et effectivement, si la portée théorique du schème nous ouvre des perspectives majeures dans le champ de la recherche, à cet égard, la profession infirmière suppose la prise en compte des contraintes d'équilibre entre différents objectifs qui sont liés à la sécurité, la qualité, l'efficacité, mais aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, le bien-être du patient. Donc les pratiques préventives qu'on essaye d'inculquer aux étudiants infirmiers dans leur formation sont mises en place dans une perspective soignante, mais elles sont souvent le produit entre plusieurs exigences parfois contradictoires. La rapidité, l'urgence, les différentes situations que l'on a données. À cet égard, Gérard Vergniaud et tous ceux et toutes celles qu'il a inspirés, nous te remercions. Vous m'entendez? Oui, Pardon. bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Bravo, madame. Chen. Merci. Alors, Bon, on a le temps des questions, je pense. oui. On a presque 15 minutes. J'ai vu deux questions. La première, ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est tout à fait un commentaire sur l'expo de Nadja. Le concret, c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage. C'est juste un commentaire. Il y a tout à fait un autre commentaire, des beaux exemples de la part d'Alex de reprise des travaux de Gérard Vergniaud en didactique des mathématiques pour former les enseignantes des structures additives, par exemple chez les élèves, avec les fameux diagrammes relation, transformation, état de Gérard Vergniaud. Merci. Tu vous mets là, Pinou? J'ai pris le gnocchi de Léa. T'as raison. Mais C'est tout à fait fortuit. je n'ai pas vu de questions sur le chat. Il y a beaucoup de gens qui remercient, qui donnent des félicitations pour la présentation. Je vais ouvrir la parole. Georges. Oui. Vas-y. Bon, j'ai beaucoup aimé toutes les présentations. Elles ont touché à des points assez centraux. Je voudrais m'adresser à Nadja parce que il y a un pont sur lequel on partage notre intérêt de frères, n'est-ce pas, depuis la période avec Gérard. C'est justement ce qu'elle a commenté, la différence entre les situations scolaires et extrascolaires.
au sens que là, si les situations extrascolaires, en ce qui concerne les tripôles conceptuels, mettent en fond lumière sur la relation, ce qui est lié à la situation, pendant que à l'école, c'est plutôt le rapport avec avec la prédication, avec les signifiants, un autre terme, les définitions, etc. Sauf que, Nadia, je pense que même ceci à l'école, c'est un peu, disons, pas vrai la plupart du temps. Je me souviens d'un passage qui a été commenté par Vygotsky lui-même, où il disait que au départ, au début de la révolution, après la révolution socialiste, ils ont essayé de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives pour faire progresser l'enseignement, notamment l'enseignement élémentaire. Ils ont essayé, par exemple, de développer les connaissances, le concept sur démocratie et sur révolution. Et ils se sont rendus compte qu'après un certain nombre d'efforts, les élèves étaient capables de réciter, d'énoncer ce qui serait la révolution et la démocratie, mais en fait, ils savaient très, très, très peu de ce qu'il s'agissait, de ce que c'était la révolution et la démocratie. Alors, l'école est soi-disant le lieu de la prédication, le lieu du développement de définitions conceptuelles, de l'éclairage conceptuel, de l'explicitation conceptuelle, sauf qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Alors, Nadia, si tu pourrais dire, si elle est toujours là, je ne sais pas, mais si tu pourrais dire un petit mot sur ces commentaires qui a été constaté au départ par Vygotsky avec son expérience pédagogique. Si tu peux dire un petit mot là-dessus, je te remercie. Oui, je peux, Georges, merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, je vois dans le quotidien, parfois, quand je demande un concept, en salle de classe dans la formation des enseignants, ils me donnent la définition du concept. Mais cela n'est absolument pas opératoire pour qu'ils puissent voir, par exemple, comment considérer, on va dire comme ça, hein, donc sans aller plus loin, un stade de développement, un gamin de maternelle qui ne peut pas faire certaines activités s'ils avaient compris ce que disait notre cher tonton Piaget. Une autre chose, c'est lié, par exemple, j'ai fait une recherche sur les phases de la Lune. Et par rapport à la question des signifiants, donc j'ai posé, bon, je vais aller vite, mais c'était à partir des questionnaires, on a fait des questionnaires en disant comment ils voyaient la phase de la Lune, comme ils la voyaient au ciel quand elle n'était pas pleine. Il y avait 4 possibilités, c'est-à-dire c'était toujours les croissants des lunes tournés vers la gauche, la droite, mais aussi vers le haut et vers le bas. Et au type 99%, tous les étudiants lettrés disaient qu'ils voyaient la Lune tourner vers la gauche ou la droite, mais dans cette position-là. Ils disaient qu'ils ne le voyaient jamais comme ça ou comme ça. D'accord? Et donc, ce que j'ai constaté après, c'est que c'est une espèce d'inhibition de la perception du sensible, parce que tout le monde voit partout la Lune de toutes les façons. Donc, ils n'ont pas conceptualisé le réel. Ils ont associé un signifiant imagé à une phase de la Lune. Et cette perception qui était presque une inhibition de la perception, un conditionnement, empêchait autant la conception du réel que la vision du sensible. En faisant des entretiens avec des sujets analphabètes, ils voyaient la Lune de toutes les façons. D'accord. Et donc, c'est là où je pense que alors, donc, je ne veux pas faire l'analogie de l'analphabète, hein, parce qu'il ne comprend pas non plus toute la conceptualisation de la question de l'ombre, de la lumière, du soleil, de la lune, de la terre. Mais ce qui m'a étonnée, c'était y compris des enseignants en formation qui devaient enseigner aux élèves, aux enfants, les phases de la lune. Et
eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ceux de l'hémisphère nord disaient, ah oui, on peut voir ça dans l'hémisphère sud, ou ça dans l'hémisphère sud. Mais ce que j'ai fait avec l'hémisphère sud, il a dit, non, on peut voir ça dans l'hémisphère nord, ou ça. Mais ici, on ne voit pas. Voilà. Donc, tu vois, c'est la notion du signifiant, que ce n'est pas seulement même des mots, mais ça peut être aussi imagé. Merci, Nadia. Je peux Monsieur intervenir. Claude, Jean-Claude, il veut Jean-Claude. parler. Eh bien, bon, je félicite toute l'organisation de cette journée que j'ai essayé de suivre le plus fidèlement possible. Alors, il y a plein de choses, évidemment, qui suscitent chez moi des questions et qui me désespèrent parce que je me dis, mais je sais vraiment rien du tout. Alors, je réagis simplement à ce que Georges a dit en prenant l'exemple rapporté par Vygotsky sur la construction des concepts de démocratie et de révolution. Je pense qu'il prend aussi un autre concept, celui de frère. Et il me semble que c'est beaucoup, malgré la réaction générale, je vais prendre mon domaine, quand j'enseigne la statistique et qu'il y a quelques formules qui se trimballent quelque part, tout le monde réagit en disant « je ne comprends rien ». Mais je pense que l'accès à la compréhension par le biais de la définition, des quelques opérations, est beaucoup plus facile que de définir ce qu'est un frère. C'est quoi un frère? C'est celui qui m'a protégé, celui qui m'a emmerdé, celui qui… Voilà, c'est quoi? Et donc, c'est quoi la révolution? Parce que j'aimerais bien savoir, moi, aujourd'hui, en 2022, ça fait 60… Je dirais que depuis 1961, allez, où je me suis engagé à l'âge de 11 ans dans certaines orientations, j'avoue franchement, la démocratie, j'ai l'impression quand même, c'est changeant, mais on l'a tout. Mais c'est quoi la révolution? Moi qui ai une gueule de bois historique. D'accord? Voilà. Donc je pense que les exemples sont bien choisis, mais il y a toute une part de la construction au sens quotidien, c'est-à-dire la révolution et la démocratie. Je pense que le signifié se construit essentiellement dans les pratiques sociales. D'ailleurs, je pense que c'était un point de vue marxiste aussi, ça, que cette construction soit dans les pratiques sociales. Voilà, mais c'est tout ce que je voulais dire, ou tout ce que je vais m'imposer disons, je vais me taire, parce que vous savez, je suis très connu pour être très bavard. C'est impeccable, hein, Jean-Claude, impeccable. Moi, une question. Gabriel, j'ai une question. Gabriel, tu m'entends? Ton micro. Mon micro était coupé. Je crois qu'il s'agit de la phrase de la pandémie. Ton micro est coupé. Le mien, non, pas. Non, c'est le mien, je rigole. J'ai une question pour Nadia. Ouais. Je peux la faire? Oui, il y a aussi Viviane Durand. Elle a levé la main. Et donc, on peut finir avec ces deux questions. D'accord? Vas-y, Maria Rita. Vas-y. Excusez-moi, Nadia, je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais tu ne penses pas que cet apprentissage ou cette conceptualisation prédicative, c'est vraiment des concepts des étudiants ou c'est une chose de l'école? Je n'ai pas bien compris. Mais c'est une forme prédicative de la connaissance. Hein? Ce n'est pas ni de l'étudiant ni de l'école, mais c'est, on va dire, donc pour aller vite, c'est une définition du concept, mais c'est un dire qui est le sens. D'accord. Parfois, il reste le signifié là, donc ça reste un signifiant lié à un signifié, mais dont l'ensemble des situations reste dans l'obscurité. Et donc, en effet, ils ne peuvent pas comprendre
c'est qu'il répète, je vais dire, hein, donc ce n'est pas, parce que là, je minimise la répétition comme un perroquet à l'école qui conduit à d'avoir des très bonnes notes. Je peux dire, pour faire une provocation, que je peux avoir des excellentes notes à l'école sans avoir rien compris du point de vue conceptuel. Tout à fait d'accord, mais il n'y a pas de concept dans ce cas, ou tu penses qu'il y a? C'est la question de la connaissance prédicative, qui ça passe quand même. Si je peux dire quelque chose sur un concept, c'est quand même une définition. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caractéristique si il y a une définition du concept. Alors, ce n'est pas non plus, donc c'est-à-dire ça d'après une perspective vergnosienne même, hein, de la conceptualisation en acte. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais un acte que je ne comprends rien du concept. Il y a quand même une conceptualisation sous-jacente. Ce n'est pas parce que je dis que je ne comprends absolument rien. C'est pour ça que j'ai fait dans ces triangles dans la représentation, y compris une rentrée au niveau des situations pour la question de la connaissance prédicative, hein, c'est parce que là, il faut aller chercher chez Vygotsky, mais aussi, donc, parce que j'ai été un peu radicale, on ne peut pas dire que dans la conceptualisation en acte, donc, il n'y a pas de signifiants où il y a un noir complet des signifiants. Si, il y a des signifiants imagés, il y a des mots pour représenter des choses, mais ces mots ne correspondent pas à un ensemble qui soit complet et qui forme, à mon avis, un niveau de conceptualisation plus élevé. Je répète un peu les choses parce que ça reste dans nos têtes, les choses de Gérard Vergniaud. Il n'y a pas absence ou présence complète des conceptualisations. Nous avons des niveaux de conceptualisation. Et pour moi, ces niveaux de conceptualisation, ils prennent un sens quand je fais de façon imagée, hein, parce que je cherche désespérément aussi des signifiants imagés pour rendre compte de ma pensée. Et je remercie aussi Raphaël Joaquin, un de mes doctorants, qui a fait une animation super jolie et que je n'ai pas pu mettre en place parce que ça n'a pas marché. Voilà, l'animation était géniale, mais du point de vue du PowerPoint, ça n'a pas marché. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, il n'y a pas présence-absence, ce n'est pas binaire. Voilà, Marie. D'accord. Viviane, Viviane. Oui, merci. La parole est à vous. Oui, merci de me donner la parole et merci pour tous ces exposés très intéressants. Alors, en fait, moi, c'est plus... je voudrais donner une citation de Gérard qui n'a pas été donnée aujourd'hui et qui fait beaucoup d'écho à justement l'échange qui vient d'avoir lieu. Dans la théorie des champs conceptuels, Gérard écrit « Concept et théorème explicite, donc prédicatif, ne forment que la partie visible de l'iceberg de la conceptualisation. Sans la partie cachée formée par les invariants opératoires, cette partie visible ne serait rien. Réciproquement, on ne sait parler des invariants opératoires intégrés dans les schèmes qu'à l'aide des catégories de la connaissance explicite, les propositions, les fonctions propositionnelles, les objets, les arguments. Et j'en profite pour dire que cet aspect-là du travail de Gérard Vergniaud est intrinsèquement lié à un point de vue logique sur les catégories explicites de la connaissance, puisque proposition, fonction propositionnelle, objet, argument sont des catégories logiques et elles nous permettent effectivement de parler du réel, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, que j'ai entendu dans les choses qui ont été dites, mais j'avais envie de rappeler cette citation. Moi, j'ai travaillé avec la théorie des champs conceptuels dans ma thèse sur l'implication, que j'ai soutenue il y a maintenant quelques années, enfin de nombreuses années même. Et le travail de Gérard Vergniaud nourrit toujours mes travaux de recherche sur la logique en particulier, parce que je pense que c'est un cadre de pensée qui est extrêmement riche et très productif. Et l'articulation connaissance prédicatoire, connaissance prédicative, connaissance opératoire est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement fécond pour penser la question des apprentissages. Donc, merci à tous pour cette belle journée. Merci à toi. Merci. Passionnant. Alors, Jeanne. Juste une petite... Désolé. Je pense qu'il vaut mieux en parler demain, continuer ce débat avec
j'ai lu dans le chat une question de Michel Récopé qui me paraît centrale concernant le problème des situations sur lesquelles on travaille et la manière dont on légitime effectivement nos analyses par rapport aux situations sur lesquelles on se base pour travailler sur les notions des théories voilà. Enfin, c'est rapidement dit, mais je pense qu'effectivement, probablement aussi dans la table ronde finale, du moins je l'espère, on pourra reprendre cette question de Michel Récopé qui me semble fondamentale. De quoi parle-t-on, de quelle situation et comment peut-on fonder, je dirais, des perspectives théoriques avec un avenir à la théorie de Gérard, comme il le voudrait, j'en suis sûre. Voilà. Merci Jeanne. Alors, j'ai mis sur le chat le lien pour la séance, la première séance de demain, le 17 mai. Donc, je voudrais vous remercier à vous tous pour toutes les questions, pour toutes les présentations. Je crois que ça a été une journée de travail très, 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 très important pour la compréhension, pour la diffusion, pour l'approfondissement de la théorie des chocs conceptuels. Donc, je suis très ravi de finir cette journée avec vous. Merci beaucoup et on se rencontre demain. Merci Gabriel, merci. 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 Au revoir. Au revoir. À demain. À demain.